Estamos acostumbrados a escuchar que no se puede, que es imposible, que Alemania nunca cederá, que es imposible cambiar nada de la Unión Europea. Toca ahora que nosotros nos sometamos al examen. Te voy a señalar algunas propuestas de Podemos, algunas han sido muy criticadas, otras menos, y quiero preguntarte por tu opinión. Tú hablabas de meritocracia en tu libro como una cuestión positiva para la democracia, en que el ascenso social tenga que ver con el mérito. Nosotros hemos hablado mucho para definir a las élites económicas en España de lumpenoligarquía. Hemos señalado que en este país existen unas tradiciones que vinculan a buena parte de las élites políticas con su cercanía, a las élites económicas con su cercanía al poder político. Y hemos dicho, frente a aquellos que señalan que la corrupción es un problema que resolvería el derecho penal, nosotros hemos dicho que la corrupción es básicamente un problema económico. La corrupción se resuelve con más inspectores de Hacienda, la corrupción se resuelve con otra política económica. ¿Estás de acuerdo que la corrupción, que es un problema que afecta a toda Europa y en particular a los países del sur, tiene más que ver con la economía que con una suma de indignidades o de comportamientos deshonestos personales en la clase política? Oui, je partage tout à fait cette analyse. Je pense qu'on a un besoin de transparence financière, de transparence sur les revenus et les patrimoines. Vous savez, moi, je viens d'un pays où le ministre du budget de François Hollande, qui était censé s'occuper de faire payer les impôts en France, il avait lui-même un compte en Suisse, Cahuzac, et il ne payait pas d'impôts en Suisse. Et le pire, c'est qu'il pensait que ça pouvait continuer éternellement. Mais là, c'est une situation qui ne dépend pas d'abord des individus, mais des règles et des institutions économiques que l'on se donne pour plus de transparence. Et la transparence, ça peut permettre aussi plus de démocratie au niveau des entreprises. C'est-à-dire que c'est en ayant une plus grande information sur les comptes des sociétés, sur les participations financières des uns et des autres, que l'on permet aux salariés de mieux s'impliquer et de pouvoir avoir un véritable droit d'intervention dans les conseils d'administration des entreprises, qui est quelque chose que le patronat en France a longtemps refusé. Et aujourd'hui, on commence justement, de ce point de vue-là, il peut y avoir un effet positif de l'Allemagne, où on a des droits d'intervention des salariés qui ne sont pas simplement consultés dans les conseils d'administration, mais qui ont un véritable droit de vote. Et visiblement, ça ne les empêche pas de produire des bonnes voitures. Et donc c'est tout ce mouvement vers plus de transparence, je pense, est un mouvement qui peut accompagner là, une véritable démocratisation du pouvoir économique. Nosotros decimos, las políticas de austeridad parece que están fracasando y parece que están fracasando en particular en el sur de Europa. Si las políticas de austeridad contribuyen a empobrecer a la mayor parte de la población, nosotros decimos que el consumo es fundamental para que la economía pueda funcionar mejor. Algunos dicen, claro, estáis ocupando el espacio tradicional de la socialdemocracia, y nuestra sensación es que la socialdemocracia ha abandonado su espacio tradicional de políticas expansivas y de políticas que aumenten el consumo. Políticas que ni siquiera están cuestionando en ningún caso la economía de mercado, sino que de alguna manera reivindican ese viejo keynesianismo que decía de las crisis solamente se sale cuando interviene el Estado y cuando aumenta la demanda interna. Les politiques d'austérité en Europe ont été un échec. Je crois que maintenant, on en est certain. Si on regarde la situation il y a 5 ans, qu'on compare la zone euro avec les États-Unis, on avait le même niveau initial de dette publique, le même niveau initial de taux de chômage. Que s'est-il passé 5 ans plus tard? Le verdict, le bilan est terrible pour la stratégie de la zone euro, puisque le chômage a baissé aux États-Unis, il a augmenté en zone euro. Je crois qu'on a le problème, il est simple. On a voulu réduire les déficits publics beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire que réduire les déficits en soi, pourquoi pas, mais il faut le faire à un rythme qui est compatible avec la croissance et la reprise économique. Là, on a tué la croissance. En particulier en France, on a augmenté les impôts beaucoup trop lourdement. D'ailleurs, aussi bien à la fin de Sarkozy qu'au début de Hollande. Et le résultat, c'est qu'on a tué la croissance et on se retrouve aujourd'hui avec une croissance quasi nulle en zone euro, un risque de déflation extrêmement fort. Et un des enseignements de l'histoire de la dette publique que je raconte dans mon livre, c'est que il est impossible de réduire une dette publique importante simplement avec une inflation nulle, une croissance très faible. Et moi, je suis très inquiet. Il faut se rappeler que
Dans le passé, c'est très souvent soit avec de l'inflation, soit avec des remises de dette, soit avec des mesures exceptionnelles qu'on est sorti des crises d'endettement public élevées. Et c'est le cas notamment de l'Allemagne et de la France qui, au XXe siècle, sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale avec une dette de 200% du PIB. Donc 2 fois plus importante que l'Espagne aujourd'hui, même plus importante que la Grèce aujourd'hui. Et puis d'un seul coup, en 1950, il n'y avait plus de dette publique. Que s'était-il passé ? C'est pas qu'on les remboursait. Ces dettes publiques, on s'en est débarrassé par l'inflation, par des remises de dettes pures et simples, notamment pour l'Allemagne, et c'était une bonne décision, parce que c'est ça qui a permis de repartir en 1950 et dans les années 50-60 sans dette publique, ce qui a permis d'investir dans la croissance, dans les infrastructures publiques, dans l'éducation en Allemagne et en France. Si on avait dû rembourser une dette aussi importante avec des excédents de 1 ou 2% ou 3% du PIB chaque année, on y serait encore. Et donc c'est tout à fait hallucinant, c'est quand même une amnésie historique incroyable de voir aujourd'hui ces mêmes pays, l'Allemagne et la France, expliquer au sud de l'Europe que tout doit se repayer jusqu'au dernier euro avec une inflation nulle. Le seul précédent historique que je vois de l'erreur qu'on est actuellement en train de faire en Europe, c'est peut-être le Royaume-Uni au XIXe siècle qui a mis un siècle à rembourser une dette publique faramineuse qui était aussi de 200% du PIB à l'issue des guerres napoléoniennes. Et ils ont passé un siècle avec des excédents budgétaires de 1%, 2%, 3% du PIB. Finalement, ils ont mis plus d'argent pendant un siècle entier à rembourser des intérêts de la dette à leur propre rentier qu'ils n'ont investi dans tout leur système éducatif. Et c'est un peu la même chose qu'on fait aujourd'hui en Europe ou en Espagne, en Italie. Ce qu'on paye chaque année en intérêt de la dette publique, c'est plus élevé que le budget total de toutes les universités. En Italie, aujourd'hui, on dépense 5%, 6% du PIB chaque année en intérêt de la dette publique, alors que le budget total de toutes les universités, c'est 1% du PIB. Donc, est-ce que c'est une bonne stratégie pour préparer l'avenir, et notamment pour les jeunes générations? Évidemment que non. Donc... Pero entonces, si esto es tan obvio, ¿por qué nosotros cuando hablamos de reestructuración ordenada de la deuda, todo el resto de actores políticos, incluso los que proceden de tradiciones socialdemócratas, nos dicen estáis locos? Hablar de la reestructuración de la deuda es el escenario previo al apocalipsis. ¿Por qué hay ese consenso tan absurdo entre las fuerzas que han dominado hasta ahora respecto a que es imposible reestructurar una deuda que cada vez son más los sectores que señalan que no se pueden pagar y que es una rémora para la salida de la crisis? Oui, je pense que le problème, c'est que les gens ont toujours du mal à reconnaître leurs erreurs. Et le nouveau traité européen qui a été adopté en 2012 a été une erreur, mais c'est une erreur qui a été commise des deux côtés de l'échiquier politique. Donc je connais bien la situation en France. Le traité, il a été négocié sous l'ancienne majorité, sous le gouvernement Sarkozy, et puis ensuite il a été ratifié sous la nouvelle majorité, sous Hollande. Et donc c'est pour ça que la classe politique française et le parti de droite comme le parti de gauche ont beaucoup de mal aujourd'hui à reconnaître leurs erreurs parce qu'ils sont co-responsables. Et il est possible qu'en Espagne, il y ait également des responsabilités partagées des deux côtés de l'échiquier politique. Tous les pays sont responsables, c'est pas seulement l'Allemagne, c'est aussi la France, les gouvernements espagnols, italiens. Maintenant, ce qui compte, c'est de regarder la suite. Donc je pense qu'il faut à nouveau bien prendre en compte que pour renouer avec des politiques de progrès social et économique en Europe, c'est la démocratie européenne qu'il faut réformer.